Bien, il nous faut passer donc à la deuxième table ronde. Donc deuxième table ronde sur la question de... On va reprendre donc sur cette table ronde sur la question de la répression des mobilisations environnementales, c'est-à-dire il nous a semblé important de traiter d'un autre type d'usage du droit, donc un usage du droit qui n'est pas en appui ou qui n'est pas mobilisé par les mobilisations, mais qui peut être utilisé contre et dans des processus de répression. Et donc pour faire cela, trois invités, Pablo Carroyer, docteur en sciences politiques associé au CERAPS de l'Université de Lille et aux séries de Sciences Po. Il travaille sur les conflits socio-environnementaux, leur traitement administratif, leur pénalisation dans la France contemporaine. Il est l'auteur d'une thèse remarquée sur la mobilisation contre le centre d'enfouissement des déchets radioactifs à Bure, et son dernier article porte sur l'usage du contrat d'engagement républicain contre les associations. Ensuite, si je prends dans l'ordre de la table, donc Michel Prieur, professeur émérite de droit de l'environnement. Michel Prieur est un acteur majeur de la structuration de la recherche juridique sur l'environnement, mais aussi du droit de l'environnement en France, en Europe et dans des instances internationales. Il est fondateur du Centre de recherche interdisciplinaire en droit de l'environnement, de l'aménagement et de l'urbanisme de l'Université de Limoges, président d'une ONG internationale, le Centre international de droit comparé de l'environnement, et auteur du précis d'Alloz de droit de l'environnement. Il est très engagé dans les débats internationaux sur les évolutions du droit de l'environnement. Il pourra nous en parler ici. Ensuite, Julien Lagoutte. Julien Lagoutte est maître de conférence HDR à l'Université de Bordeaux, spécialiste de droit pénal de l'environnement et membre de l'Institut des sciences criminelles et de la justice. Il coanime au sein de cette structure la thématique de recherche justice environnementale. Il vient de publier en décembre 2025 un essai intitulé Justice environnementale et droit pénal, du droit pénal de l'environnement à un droit pénal écologiste, aux éditions Mar et Martin. Donc pour traiter de cette question de la répression, on s'est mis d'accord donc sur un certain nombre de points, et le premier point était la question du lien entre l'évolution des usages du droit contre les mobilisations environnementales et les évolutions des pratiques policières. Et peut-être que je peux demander à Pablo Carroyer de bien vouloir commencer. Ouais, merci beaucoup pour l'organisation de cette table ronde et merci au GIS également. Donc, à travers mes travaux de thèse, effectivement de doctorat, et puis un peu moins, mais aussi en partie durant un postdoc réalisé à Lille, j'ai pu enquêter sur des formes d'intrication, on pourrait dire, ou d'interdépendance existantes entre l'encadrement policier de mobilisation collective, donc en l'occurrence d'une mobilisation environnementale dans l'est de la France contre un projet d'enfouissement de déchets nucléaires. Donc les liens entre cet encadrement policier et l'encadrement pénal de cette mobilisation. Ce qu'on peut, ce qu'on peut commencer par dire, c'est que ce sont développés ou ont été créés ou renouvelés ces 15 dernières années un certain nombre d'outils et de normes juridiques qui permettent disons, diversifier la pénalisation du militantisme. Vous avez notamment, j'en reparlerai, je pense, le délit de groupement en vue de commettre des dégradations ou des violences dans le code pénal, qui a été créé en 2010, initialement contre les bandes de jeunes dans les quartiers populaires, et qui a été largement repris contre les militants écologistes et ensuite massifié au moment du mouvement des Gilets jaunes. Vous avez aussi le délit de dissimulation du visage qui a été créé par une loi de 2010 et la reprise, le renouvellement de l'incrimination pour association de malfaiteurs. Ces trois incriminations m'ont intéressé au sens où elles elles relèvent d'une logique préventive où il va s'agir de qualifier l'intention des militants ou l'intention qu'il aurait portée, supposée, de commettre
d'autres délits, et que c'est à partir de ce raisonnement préventif, ce raisonnement à partir de l'avenir, comme l'ont étudié un certain nombre de juristes, hein, que les juges vont être amenés à produire leur jugement. Or, ce qui est intéressant, c'est que ces outils juridiques ont permis, dans un certain nombre de mobilisations que j'ai pu observer, ont permis aux forces de l'ordre de donc pouvoir arrêter, contrôler ou interpeller préventivement des militants, au motif notamment permettant ensuite des poursuites pénales au titre de ces incriminations. Par exemple, vous avez des militants marchant aux abords d'un bois, d'une forêt anciennement occupée, et qui est une forêt stratégique pour la réalisation du projet de centre d'enfouissement nucléaire. Bon, bah, ces militants vont être interpellés et vont être ensuite accusés parce que certains avaient des cailloux dans leur sac et d'autres avaient des t-shirts dans leur sac, par exemple. Bon, bah, avec ces circonstances d'avoir les moyens de se dissimuler le visage, ou avec ces circonstances de porter sur soi de potentiels projectiles, vont être accusés de participation à un groupement en vue de commettre des dégradations. Alors je commence déjà à être trop long. Ce que je peux dire rapidement, c'est que l'encadrement pénal, il permet aussi d'outiller les forces de l'ordre dans le quadrillage d'un territoire contestataire au quotidien, disons. Ce que j'ai observé à Bure, c'est des contrôles d'identité extrêmement répétés, quasi omniprésents, qui sont autant d'occasions de judiciariser les comportements militants. Et donc ça, c'est des travaux aussi qui ont été faits sur la sociologie de la police dans les interactions plutôt au sein des quartiers populaires, où on voit qu'en fait la multiplication des contrôles d'identité vont être vécus, souvent mal vécus par les personnes contrôlées. Ça va susciter un certain nombre de tensions, et ces comportements vont être ensuite interprétés comme répréhensibles par les forces de l'ordre et poursuivis. Par exemple, outrage, rébellion, menace contre agents, voire violence. Et donc ça, c'est une grande partie des procès de Bure et d'autres cas de contestation qui vont être liés à ces interactions. Et pour finir, pour ne pas être trop long, il y a aussi, vous avez aussi des ordonnances produites par les tribunaux qui permettent de restreindre l'accès à des zones stratégiques dans des cadres de projets d'aménagement public ou privé. Donc ça a été le cas du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc en Meuse, qui a interdit l'accès au Bois-le-Jus, qui avait été occupé, donc, comme je disais tout à l'heure, mais ça a été aussi le cas aux abords de centrales nucléaires, pour des militants de Greenpeace par exemple, ou autour du chantier de la 69, si je ne m'abuse. Donc vous avez des décisions de justice qui vont avoir des effets, disons, opérationnels en termes de maintien de l'ordre, de soutien de l'encadrement policier d'une mobilisation et de neutralisation des possibilités de l'action collective. Ouais, je m'arrête là. Merci, merci. Et sur cette même question, Julien Lagoutte. Merci. Alors, moi, j'irai un peu dans le même sens. Hein. En tant que jury, je fais les mêmes constats. Simplement, l'évolution des pratiques policières, elle n'est permise que parce que le droit l'autorise également. Même si l'évolution des pratiques policières, ce n'est pas dû simplement à l'évolution des textes, c'est plus généralement lié à un contexte. Mais il existe un corpus juridique qui permet de plus en plus facilement d'agir de manière anticipée par rapport à l'existence d'atteintes effectives aux personnes ou aux biens, et donc un corpus juridique de plus en plus liberticide. Donc ils vont permettre, même lorsque ce n'est pas l'objectif de la norme, mais d'empêcher, d'entraver les mouvements sociaux. Ce n'est pas propre au mouvement écologiste, mais ça s'applique effectivement au mouvement écologiste. Alors, si je m'en tiens aux dispositions pénales, on peut considérer qu'il y a deux types de normes qui sont mobilisées et qui peuvent fonder l'action policière. On a des normes qui visent spécialement les mobilisations sociales, qui sont faites pour ça et qui sont donc utilisées pour ça. Donc effectivement avec des incriminations qui vont venir appréhender des manières de se rassembler, des manières d'occuper l'espace public qui sont considérées comme illicites par le législateur. Donc ça peut être la participation délictueuse à un attroupement. Donc qu'est-ce qu'on va appeler un attroupement ? C'est intéressant parce que la notion est très vague et très large. C'est tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de porter atteinte à l'ordre public.
Donc c'est très large. Généralement, quand dans les manuels de droit, on veut donner l'exemple d'un droit pénal totalitaire, en prenant l'exemple de l'URSS, on parle de la notion de trouble à l'ordre public. Bon, on la retrouve en droit français aussi. La manifestation illicite, enfin, à une manifestation, la participation à une manifestation illicite, sachant qu'une manifestation illicite, c'est une manifestation non déclarée ou interdite, mais également une manifestation qui a été mal déclarée. Ça peut procéder d'une maladresse, d'un oubli, de telle ou telle mention obligatoire dans la déclaration. La manifestation sera illicite. Également, le fait de se trouver au sein d'une manifestation ou aux abords, à proximité d'une manifestation, en ayant le visage dissimulé. Donc tout ça, ce sont des infractions qui sont des délits. C'est particulièrement important. Si ce sont des délits punis d'emprisonnement, on peut mettre en place des gardes à vue. Et donc priver de liberté la personne, le temps de l'auditionner. Et donc l'objectif, ou en tout cas l'effet, c'est d'empêcher ces personnes-là de rejoindre le mouvement social sous prétexte qu'elles ont commis une infraction. Alors, on a également des normes qui ne sont pas prévues pour venir réprimer spécialement des militants ou des mouvements sociaux, mais qui vont être utilisées à cette fin. Donc, par exemple, alors, tu as cité des exemples, mais ça peut être aussi des choses comme il y a des témoignages de militants qui ont été appréhendés pour des infractions au code de la route, donc le fait de ne pas traverser au passage piéton à proximité d'une manifestation, c'est une infraction. On va interpeller la personne sur ce fondement-là. Ils ont la possibilité de le faire. Ça n'a pas été prévu pour empêcher des manifestations, mais c'est utilisé comme ça. Donc les contrôles et vérifications d'identité, ça aussi tu l'as évoqué, c'est un moyen également d'empêcher qu'il y ait un mouvement social suffisamment massif, en empêchant des personnes de s'y rendre. Dans le cadre d'un contrôle ou d'une vérification d'identité, on peut maintenir la personne pendant 4 heures si elle n'est pas en mesure ou si elle refuse de justifier de son identité. Au terme de cette durée, la personne on va lui demander de donner ses empreintes génétiques ou de prendre des photographies, et le refus, là encore, est une infraction pénale qui, si elle est commise, pourra déboucher sur une garde à vue. Alors, plus généralement, on a d'autres détournements de cadre juridique. La garde à vue, c'est aussi y recourir parfois à un détournement. C'est-à-dire qu'on va placer les personnes en garde à vue. Normalement, l'objectif d'une garde à vue, c'est d'auditionner la personne pour recueillir des preuves, pour un éventuel procès, pour éventuellement des déclenchements de poursuites. On sait très bien que les gardes à vue sont aussi utilisés en sachant très bien qu'il n'y aura pas de procédure derrière, mais simplement pour paralyser, pour neutraliser le mouvement social. Dès le départ, il n'y a aucune intention de déférer la personne au parquet pour que des poursuites soient engagées. Et donc la garde à vue est détournée de son objectif. Le recours à des cadres d'enquête dérogatoires également. Par exemple, quand on va commencer à mener une enquête sous le cadre de la procédure dérogatoire spécialisée pour le terrorisme ou en matière de criminalité organisée, en soi, ce n'est pas forcément illégal, puisqu'au stade de l'enquête, on se fonde simplement sur des soupçons, sur des apparences, et les qualifications peuvent évoluer au cours du procès. On peut se rendre compte que finalement, il n'y a pas d'éléments pour qualifier de terrorisme ou pour qualifier la bande organisée. Mais au tout début de la procédure, à moins de réussir à prouver que les OPJ, les officiers de police judiciaire, ont agi en pleine connaissance de cause ou dans le but véritablement de procéder à des actes d'enquête dérogatoires, comme des perquisitions nocturnes, comme des gardes à vue de plus de 100 heures, on ne pourra pas faire annuler ces actes-là, a fortiori s'il n'y a pas de poursuite derrière. Donc là, on va détourner des cadres qui s'appliquent. Si on suit la lettre, ils sont applicables, mais en revanche, on détourne le texte de son esprit. Merci. Sur cette question, Michel Prieur veut intervenir? Donc, on avait une deuxième question qui, dans la continuité donc, de la première, qui était sur cette idée qu'en France, au-delà des cas très médiatisés, que peut-on dire des évolutions de la pratique du droit? Dispose-t-on de recherches sur les évolutions de la jurisprudence, sur les condamnations de militants pour l'environnement? Quels outils juridiques sont utilisés, mais aussi quels outils juridiques peuvent-ils mobiliser pour se défendre et comment on pourrait saisir l'évolution de ces questions. Sur ce point-là, Michel Prieur veut intervenir? Oui, alors, d'abord, merci Marine de l'invitation. Alors, simplement, j'ai un petit problème.
en tant que 68ard contrarié, parce que je suis habitué simplement à faire des cours magistraux. Donc je ne suis pas du tout habitué à une table ronde et je suis complètement désarçonné. Alors, sur la défense des défenseurs de l'environnement, en tous les cas en droit français, je voudrais donner quelques exemples récents de contentieux et quelques exemples récents témoignages personnels. Alors sur le contentieux, on a parlé du contentieux pénal et je ne parlerai pas du contentieux pénal, je parlerai essentiellement du contentieux civil avec une affaire qui a été absolument significative devant le tribunal d'instance de Libourne en 2021 avec la condamnation d'une association qui prétendait que les vins de Bordeaux étaient légèrement trafiqués ou contenaient un tout petit peu de pesticides. Et poursuivi avec une armada d'avocats énorme, alors vous devez connaître l'affaire à Bordeaux, cette association a été condamnée non pas pour diffamation, mais pour dénigrement. Et donc en utilisant non pas la voie pénale, mais la voie civile. Et il semble maintenant que les entreprises qui veulent attaquer les défenseurs de l'environnement préfèrent la voie civile à la voie pénale. Alors je ne sais pas juridiquement, parce que je suis malheureusement qu'un simple publiciste, je ne sais pas si la voie civile est plus facile que la voie pénale ou inversement, de la part des requérants, c'est-à-dire des entreprises qui attaquent les associations d'environnement. En tous les cas, dans cette affaire de Libourne de 2021, l'association a été condamnée à payer 161 000 euros. 161 000 euros. Avec exécution provisoire, comme Marine Le Pen, avec exécution provisoire. Et l'appel est en cours. Je voulais savoir, la Cour d'appel de Bordeaux n'a pas encore statué là-dessus. Simplement, j'ai vu que la Cour d'appel de Bordeaux avait rejeté une action des viticulteurs qui attaquait l'association, parce que l'association, pour payer les 161 000 euros, avait fait un appel aux dons. Et donc, les viticulteurs ont attaqué l'association pour avoir fait un appel aux dons, pour payer la condamnation qui avait été imposée. C'est absolument incroyable, cette histoire. Et la Cour d'appel de Bordeaux a rejeté l'action des viticulteurs qui avaient attaqué l'association. Bon, alors il y a d'autres exemples, et je veux donner un exemple personnel. J'étais autrefois président d'une association locale de droit d'environnement, de protection de l'environnement, et c'était une affaire un peu nucléaire. C'était le dépôt des déchets radioactifs à Bessines, en Limousin. Et on avait attaqué la décision du préfet qui autorisait le dépôt d'uranium appauvri. On est allé en cour d'appel à Bordeaux, on a gagné au tribunal administratif de Bordeaux, de Limoges, c'était la moindre des choses. On a perdu à la cour d'appel administrative de Bordeaux, et on est allé au Conseil d'État. Et on a perdu au Conseil d'État. Et le Conseil d'État, dans un arrêt remarqué du 23 mai 2001, nous a condamnés à payer 200 000 francs. 200 000 francs pour les frais exposés à payer à la COGEMA. C'était la COGEMA. Alors on était une petite association, on n'avait pas 200 000 francs. Alors je ne sais plus à quoi ça correspond aujourd'hui en euros, 3 ou 4 000 euros, quelque chose comme ça, mais on ne les avait pas. Et donc j'ai vu venir chez moi l'huissier pour venir saisir d'abord le compte de l'association et des biens mobiliers de l'association. Il a fallu que je me batte pour sauver mon ordinateur, en disant « mais c'est mon ordinateur, ce n'est pas l'ordinateur de l'association ». Bref, voilà un témoignage d'attaque contre les défenseurs de l'environnement à la suite d'une condamnation par le Conseil d'État. Il ne me reste pas de temps.
Alors un autre témoignage personnel, parce que c'est les plus intéressants pour les sociologues et les historiens en même temps, c'est pas comme l'affaire du uranium appauvri où c'était une menace financière. Alors je dois dire que du fait de cette condamnation, cette association existe toujours, mais n'a plus aucune activité juridique. Alors on fait des réunions, on est reconnu par les municipalités pour être invité au 1er janvier par le maire, enfin des choses vraiment qui coûtent pas cher, mais on n'a plus aucune action puisqu'on n'a plus de budget, puisqu'on nous a saisi notre compte. Mais on existe toujours sans budget. Alors en droit des associations, ça doit être assez original. En tous les cas, l'autre témoignage personnel, c'est quand j'étais membre nommé par le gouvernement français de la commission de surveillance de l'exécution de la convention d'Espoo, qui est une convention internationale européenne qui impose des études d'impact en matière d'environnement. Et donc, en tant qu'expert juriste, j'ai été nommé membre de la commission d'Espoo de 2011 à 2015. Et donc, c'était à Genève, c'est tout en anglais, etc. Bon, alors j'ai travaillé comme j'ai jamais travaillé dans ma vie en anglais. Et il y a eu une affaire nucléaire encore. Et notamment, il y avait eu une plainte contre, alors je ne sais plus quel État, un État de l'Est, je ne sais plus si c'est l'Ukraine ou la Slovénie, en tous les cas une plainte parce qu'ils avaient construit une centrale nucléaire sans faire une étude d'impact transfrontalière. Or, il y a des effets transfrontaliers au fonctionnement des centrales nucléaires. Et ils n'avaient pas respecté la convention d'Espoo. Donc une procédure est engagée, je suis nommé rapporteur et je conclus que cet État a violé la convention d'Espoo puisqu'il n'a pas fait d'étude d'impact transfrontalière. Et tout le comité conclut dans le même sens. Et donc on donne un avis à l'unanimité comme quoi ce pays de l'Est a violé la convention d'Espoo. Quelques semaines après, je reçois une lettre du ministère français de l'Environnement qui me tire les oreilles et qui m'engueule et qui me dit « mais c'est absolument anormal, vous avez voté avec ceux qui demandent une étude d'impact pour les centrales nucléaires sous prétexte qu'elle a des effets transfrontaliers ». Évidemment, peu de temps après, la France allait être sur le grill aussi de la convention d'Espoo. Et donc j'ai été évidemment surpris par cette pression morale. J'ai fait une belle lettre pour répondre que j'avais été nommé, certes par le gouvernement français, mais que j'étais un expert indépendant et que par conséquent, j'avais voté comme l'unanimité des experts pour violation de la convention d'Espoo. Voilà une pression morale. Je n'ai pas été renouvelé comme expert à la convention d'Espoo. Et depuis lors, je ne sais pas s'il y a un lien direct, je n'ai plus de subvention du ministère de l'Environnement. Merci. Sur cette même question et peut-être sur les évolutions en ce qui concerne les utilisations de la répression, peut-être Julien, et puis après Pablo. Alors, sur le plan pénal, moi, je trouve qu'il y a deux tendances. Alors, il y a une tendance de pratique qu'on pourrait qualifier d'hostile aux militants de la part des parquets, voire des juges, hein, que Pablo a commencé à évoquer. Moi, je ne vais pas m'appesantir dessus. Il y a une autre tendance, en revanche, de soutien des magistrats aux militants écologistes. Et c'est sur ça que j'aimerais m'arrêter. Donc on a aujourd'hui deux outils principaux qui sont en cours d'affinage, en cours de construction au sein de la jurisprudence des magistrats pénaux. Le premier est un outil spécifique, qui n'est pas spécifique, pardon, au militantisme environnemental, c'est le recours à la liberté d'expression, au droit à la liberté d'expression. Donc il n'est pas spécifique, il n'a pas été dégagé en matière de militantisme écologique, il a été dégagé au profit des Femen dans un premier temps, et en matière environnementale, c'est à l'occasion de l'affaire des décrocheurs de portraits qu'on a recouru à la liberté d'expression, c'est-à-dire à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec plusieurs arrêts, hein, ça s'est fait progressivement, 2021, 2022, 2023, c'est quelque chose qui est encore en cours de construction.
C'est en cours de construction parce que la Cour de cassation ne statue pas elle-même sur le fait de savoir si les réactions de la police et de la justice aux mobilisations des militants est proportionnée ou disproportionnée au droit à la liberté d'expression. C'est une question de fait, donc ça c'est apprécié par les juges du fond, les tribunaux correctionnels, les tribunaux de police, les cours d'appel. Ce que la Cour de cassation va faire, c'est veiller à la qualité de la motivation, à la qualité de l'argumentation des magistrats quand ils vont conclure soit au caractère proportionné ou soit au caractère disproportionné de l'ingérence. Alors aujourd'hui, on a plusieurs choses qui sont acquises. La première chose, c'est que les questions environnementales, quelles qu'elles soient, climatiques, même bien-être animal, biodiversité, c'est toujours considéré comme des sujets d'intérêt général, ce qui fait que la liberté d'expression mérite un degré de protection le plus élevé possible, quasiment aussi élevé que lorsqu'il s'agit de protéger la liberté d'expression des journalistes. Ensuite, il y a comme une sorte de vade-mecum qui est donné par la Cour de cassation au juge du fond, une sorte de méthodologie dans l'argumentation. Il faut vérifier une première chose, c'est que l'infraction commise par les militants est bien en lien avec le sujet d'intérêt général sur lequel ils entendent s'exprimer. Ça, c'est quelque chose qui est le plus souvent reconnu, parce que les militants sont quand même cohérents et réalisent des actions qui sont en lien avec le sujet sur lequel ils s'expriment. Pas toujours. On a un arrêt qui a considéré, donc c'est une infraction qui avait été commise à l'occasion des événements de Sainte-Soline. Donc un militant déguisé en moine qui tague AK sur une voiture de police et qui utilise des équipements de policiers. Alors c'est pas l'infraction même qui ne peut jamais résulter de l'exercice de la liberté d'expression. Dans le cadre d'une manifestation contre des violences policières, ça pourrait se justifier, mais là, en l'occurrence, on a considéré que ça n'avait pas beaucoup de rapport avec le sujet de la ressource en eau, hein, et donc le recours à la liberté d'expression n'a pas été retenu. Mais c'est assez exceptionnel. Une fois que ce lien est vérifié, la Cour de cassation demande au juge du fond d'apprécier véritablement la proportionnalité de la réaction pénale aux actions commises par les militants et à l'exercice de la liberté d'expression. Pour ça, elle va prendre en compte différents types de critères. Elle va aller chercher des éléments, premièrement du côté des actes des militants, en vérifiant la gravité de l'infraction commise, mais également la gravité de ses conséquences, la gravité financière et symbolique également des conséquences, et notamment le caractère irréversible des atteintes causées. Et par exemple, elle a considéré pour les décrocheurs de portraits que le fait que les militants ne veuillent pas rendre les portraits constituait une atteinte irréversible à la propriété. Donc c'est un peu excessif, hein, les portraits n'ont pas disparu. Et d'un autre côté, les juges vont devoir prendre également en compte des éléments qui sont en lien avec la réaction pénale elle-même. Ce qu'on voit, c'est que dans le contentieux qui intéresse les militants écologiques pour l'instant, les seuls éléments qui sont pris en compte, c'est véritablement l'issue de la procédure pénale. Est-ce qu'il y a eu une condamnation ou pas? Et par exemple, s'il y a eu une déclaration de culpabilité, mais une dispense de peine, c'est-à-dire la personne est bien reconnue pénalement responsable, mais pour telle ou telle raison, on ne va pas la condamner à subir une peine, on va considérer que l'ingérence n'est pas disproportionnée. Et de la même manière, on va regarder si la peine est ferme ou s'il y a du sursis. S'il y a du sursis, on peut considérer que ce n'est pas si grave. Alors, ce qui apparaît actuellement dans la manière dont la liberté d'expression est appliquée aux militants écologistes, c'est que l'ingérence n'est pas jugée disproportionnée très souvent. C'est assez rare. Donc c'est un moyen de défense qui est encore à travailler. Alors d'une part, en étant moins sévère peut-être sur l'action des militants qui, quand on regarde par exemple la définition du Comité des droits de l'homme de l'ONU sur ce qu'est un mouvement pacifique, ne pas rendre des portraits, on est dans le cadre d'un mouvement pacifique. Donc la position des juges français est beaucoup plus répressive que ce qu'autoriserait le droit international. Et d'autre part, surtout, il faut élargir le regard sur la réaction pénale, parce que ce qui est en cause, ce qui peut peser sur la liberté d'expression, ce n'est pas forcément le dénouement de la procédure pénale, mais il faut voir aussi le déroulement, c'est-à-dire la réaction policière, les actes coercitifs qui peuvent également être menés, placement en garde à vue, éventuellement, bon, ça c'est pas vu pour l'instant, mais s'il y a des placements en détention provisoire, mais également des actes intrusifs, des perquisitions nocturnes, des mises sous écoute par exemple. Donc tout ce qui se passe avant
et qui peut peut-être davantage décourager les militants parce que ça peut porter atteinte à leur intégrité physique, à leur vie privée, au-delà seulement de la liberté d'expression. Donc il y a une évolution sur ce terrain-là, mais pas en matière de militantisme écologique, mais ça va finir par toucher le militantisme écologique. C'était une action menée pour le droit des personnes handicapées. Ça a donné lieu à un arrêt du 8 janvier 2025, où là, les juges ont pris en compte, et la Cour de cassation a rajouté dans sa méthode d'appréciation la prise en compte du comportement des autorités avant, pendant et après la manifestation, et notamment le recours ou non à des actes de coercition. Donc ça, il faut le mettre en avant pour faire reconnaître plus facilement qu'il y a eu une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. L'autre moyen de défense qui est mobilisé depuis longtemps et qui est propre à la matière environnementale, c'est l'état de nécessité, et notamment l'état de nécessité environnementale. Donc ça fait longtemps que les militants l'invoquent, hein. On avait déjà José Bové avec les fauchages d'OGM. Le succès de ce moyen de défense, il est relatif. Il y a de plus en plus de juges du fond qui sont favorables, même très favorables, avec des motivations qui sont de mieux en mieux construites, qui sont de plus en plus intéressantes. Vous avez des motivations par lesquelles les juges du fond vont, les juges de première instance, tribunal correctionnel, tribunal de police, qui vont se placer véritablement dans l'esprit de l'état de nécessité, en invoquant l'idée d'équité. Donc on avait le tribunal correctionnel de Lyon dans l'affaire des décrocheurs de portraits, qui vont également faire référence aux notions techniques qu'on va retrouver dans l'état de nécessité, l'idée que cette infraction est le dernier choix possible pour les militants, que les actes commis sont proportionnés au vu des circonstances. Donc on retrouve ça par exemple dans des décisions rendues à La Rochelle ou par le tribunal de police de Paris. Et il y a un arrêt intéressant également, donc c'est celui de La Rochelle. Il est particulièrement intéressant parce qu'il se place véritablement dans l'histoire de l'état de nécessité. Quand on regarde la motivation, c'est exactement la même motivation que celle qu'avait utilisée la Cour d'appel de Colmar en 1957, avant que l'état de nécessité soit généralisé par la Cour de cassation. Donc on a repris exactement les mêmes termes pour s'inscrire véritablement dans cet héritage, pour faire progresser l'état de nécessité. Alors, cependant, ça ne passe jamais le stade de la Cour d'appel et a fortiori de la Cour de cassation. Le recours à l'état de nécessité, il est toujours abandonné ou censuré quand on dépasse le stade de la première instance, et ce qui est finalement assez logique. C'est assez logique parce que, alors premièrement, on a un obstacle qu'on peut lever assez facilement. L'état de nécessité en France, il est prévu à l'article 122-5 du Code pénal, permet de commettre des infractions pour défendre des personnes ou la propriété, pas l'environnement, pas les entités environnementales qui ne sont pas appropriées. Et si c'était une entité environnementale, on ne pourrait pas empêcher un propriétaire de détruire l'entité environnementale qui est son bien à lui. Alors, ça, ce n'est pas quelque chose qui est forcément problématique. Historiquement, l'état de nécessité, son champ d'application a été étendu par les juges, par la Cour de cassation, jusqu'à devenir général en 1992. Et on pourrait tout à fait étendre le champ d'application de l'état de nécessité sans que ça viole aucun principe du droit pénal à la protection de l'environnement. En revanche, là où il y a un obstacle qui est très important, c'est que l'état de nécessité est soumis à un régime juridique précis. Et notamment, l'infraction commise doit permettre de mettre un terme à un péril qui est en cours, qui est actuellement en cours, et elle doit être en mesure de faire cesser ce péril. Ce qui a pour conséquence que l'état de nécessité, il ne peut fonctionner que pour des modes d'action qui relèvent de l'action directe, pas pour les actions d'alerte. Pour les actions d'alerte, comme celle des décrocheurs de portraits, l'infraction commise ne permet pas d'arrêter le péril. On décroche des portraits d'Emmanuel Macron, ça n'arrête pas le changement climatique. On bloque, on rentre dans un port maritime, ça n'a pas d'incidence pour bloquer l'agro-industrie. Donc l'infraction n'est pas utile pour faire cesser le péril et on sort de la logique de l'état de nécessité. En revanche, pour l'action directe, on est typiquement dans le type d'hypothèse où les militants vont pouvoir arrêter le péril en cours.
quand vous avez, par exemple, un écureuil sur le chantier de l'A69 qui empêche l'abattage d'un arbre, ça permet d'éviter le dommage, ça permet d'éviter la destruction de l'arbre lui-même. Alors, ça suppose cependant, et je vais terminer là, que le cadrage soit bien réalisé à la fois par les avocats et par les magistrats. Donc on a une décision du tribunal correctionnel de Toulouse en juin 2025 qui est assez intéressante. Donc c'était justement un écureuil qui empêchait l'abattage d'un arbre sur le chantier de l'A69, et ils invoquent l'état de nécessité. Donc c'était parfaitement le type de situation dans laquelle ça pouvait fonctionner. Sauf que l'argumentaire a été déplacé. Au lieu d'invoquer le péril qui pesait sur l'arbre, en tant qu'être vivant, en tant qu'habitat naturel pour un ensemble d'espèces, en tant qu'élément d'un écosystème forestier, on a mis en avant le fait qu'abattre un arbre, ça relève de la déforestation qui aggrave le changement climatique. Donc on a un phagocytage de la question climatique sur la question de la biodiversité, et qui fait que, bon, alors ça a été retenu l'état de nécessité par le tribunal correctionnel de Toulouse, ça ne passera pas l'étape de la cour d'appel. En appel, on dira, cette infraction-là ne permet pas de mettre un terme au changement climatique. Alors, dernière chose, les juges commencent à faire des substitutions de motifs, et on peut espérer que la cour d'appel de Toulouse dise l'état de nécessité non, mais la liberté d'expression oui. C'est ce qui a été jugé récemment le 9 janvier 2026 dans l'affaire des scientifiques en rébellion qui avaient manifesté au Musée national d'histoire naturelle. Donc ils avaient invoqué l'état de nécessité, on a dit non, mais les juges eux-mêmes ont relaxé sur le fondement de la liberté d'expression. Merci. Sur cette même question des évolutions de la pratique du droit, peut-être contre les mobilisations. Oui, et je voulais revenir aussi sur ta question, sur la question des connaissances, qu'est-ce qu'on avait comme connaissances actuellement, et clairement, bon, je parle sur le contrôle de la salle, mais on a très peu de connaissances encore, très peu de travaux publiés sur la question de la pénalisation du militantisme écologiste, en tout cas en sociologie et sciences politiques. Et il y a une thèse en cours d'Antoine Durance, et puis sinon, avec d'autres chercheurs, on essaye de décrocher des financements pour lancer ça. Mais c'est pas évident. Ce qu'on peut dire, en tout cas, ce qui nous manque, donc, notamment, c'est à l'échelle macro de savoir quel est le type de punitivité qui est le plus souvent utilisé contre les militants, avec l'échelle des peines, la gravité des peines qui est utilisée. Et ce qu'on ne sait pas non plus, pareil, de façon un peu systématique, en dehors d'observations que par exemple moi j'ai pu faire dans la thèse, c'est, disons, ce qu'on peut appeler la division du travail punitif entre le parquet et les magistrats, au sens où très souvent les parquets vont se saisir vont se saisir pour poursuivre, vont s'autosaisir pour poursuivre des infractions de militants écologistes. Et ce qui est intéressant, ce qui serait intéressant, c'est d'étudier davantage la façon dont les magistrats vont freiner ou entériner les qualifications et les exigences du ministère public dans ces affaires. Et ce serait assez intéressant de ce point de vue-là. Donc voilà, c'est des recherches qu'on espère commencer bientôt. Ce qu'on peut dire quand même ce qu'on connaît, c'est la variété des outils juridiques qui sont utilisés contre les militants. J'en ai donné quelques-uns tout à l'heure. On peut citer les incriminations pour intrusion, notamment dans les cas de centrales nucléaires, mais pas que. Toutes les formes d'entrave aux travaux publics, entrave au travail, ou à la circulation, les dégradations aggravées ou en réunion, le groupement en vue de commettre donc des dégradations ou des violences. Et alors j'en oublie encore plein, mais en tout cas aussi ce dont je voulais parler, c'est l'association de malfaiteurs, qui est de plus en plus utilisée, qui a été créée à la fin du 19e siècle contre les menées anarchistes à l'époque, puis qui a été utilisée essentiellement contre le crime organisé et qui revient
largement contre les contestations politiques depuis 10 ans et qui permet notamment, le long de la procédure de mise en examen qui peut durer plusieurs années, de disloquer en fait les sociabilités militantes et même les capacités d'organisation militante en interdisant à des personnes de se voir, de rentrer en contact, en interdisant à un avocat de défendre l'un de ses clients, en faisant des perquisitions avec des saisies massives de matériel. Par exemple, à Bure, c'était des centaines de médicaments de l'équipe de médics militante qui avaient été saisis, des dizaines d'ordinateurs, de téléphones, etc. Sans parler des moyens de surveillance qui sont décuplés contre l'ensemble d'une organisation militante dès lors qu'est impliquée l'association de malfaiteurs, délit qui a aussi été utilisé à Grenoble contre des militants qui étaient en train de faire du repérage pour éventuellement envisager une occupation, la création d'une zone à défendre, à ce motif qu'ils avaient une intention qui était partagée de commettre ce délit, par exemple, d'intrusion ou d'occupation illicite, je ne sais plus. Il y avait eu cette poursuite pour association de malfaiteurs et des interdictions d'entrer en contact, au point que, dans un autre cas, 2 personnes qui étaient en couple se sont mariées pour éviter d'être séparées par une telle incrimination. Et ce que je voulais dire aussi, on a dit qu'on ne parlait pas des cas médiatisés, donc j'évoque juste en passant les dissolutions administratives qui se développent énormément qui existent depuis 90 ans, mais qui se développent énormément depuis les mandats d'Emmanuel Macron et qui ont été utilisés contre les soulèvements de la terre. On pourra y revenir si vous voulez, avec une issue assez ambivalente. Et je voulais simplement finir en prenant un peu un pas de côté sur des formes justement extra-légales ou tout simplement illégales, mais qui sont complémentaires en réalité de l'encadrement policier et pénal des mobilisations écologistes, et que sont les formes qu'on peut appeler d'autojustice. Donc là, c'est un groupe de recherche, un projet ANR actuellement qui s'appelle France Justicier, où on travaille là-dessus, sur notamment des agriculteurs de syndicats comme la FNSEA, la coordination rurale, qui, depuis 10 ans déjà, depuis la ZAD de Sivins, vont compléter et suppléer le maintien de l'ordre en s'attaquant physiquement à des militants. Et vous avez aussi récemment des personnes qui ont été arrêtées, vraisemblablement travaillant pour l'entreprise concessionnaire en charge du projet d'autoroute A69 à Tosca. Chaque personne était payée à 800 € la journée pour aller intimider des opposants, incendier la voiture d'une opposante, asperger d'essence un autre militant. Voilà, plusieurs opérations comme ça, qu'on pourrait dire un peu commando, d'intimidation pour tenter de dissuader la mobilisation et d'intimider les militants. Et donc il ne faut pas sous-estimer les formes aussi extra-légales de répression. Merci. 1 minute, alors. Oui, je vais évoquer quand même 2 points importants au titre de la procédure dite Bayon, qui vise les articles écrits par les enseignants juristes ou les chercheurs. Il y a eu des procès pour diffamation, pour dénigrement, et il y a eu toute une réaction. Alors, il y en a peut-être un peu moins maintenant, mais enfin, ça a été quand même il n'y a pas très longtemps, en 2007 et suite. Et en 2017, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur a même diligenté un rapport et une enquête qui a été fait par Denis Meuzeau, qui a fait un rapport spécial sur la procédure Bayon qui affecte les enseignants-chercheurs en droit de l'environnement. Et puis, évoquer en un mot sur la liberté d'expression, le fait qu'évidemment la jurisprudence française peut largement s'appuyer sur celle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est abondante au niveau de la liberté d'expression en matière d'environnement, avec les affaires Steele & Morris de 2005 et Mamère de 2006, et que même dans des arrêts récents de la CEDH qui ne condamnent pas la France, notamment l'arrêt sur les portraits présidentiels du 3 juillet 2025, bien que la France ne soit pas condamnée, parce qu'on dit finalement ils n'avaient pas été tellement condamnés, donc ce n'était pas disproportionné par rapport à l'infraction, mais la Cour ajoute quand même
un petit alinéa intéressant en rappelant qu'au titre de l'article 10, la protection de l'environnement est un sujet d'intérêt général qui bénéficie en principe d'un niveau élevé de protection. Et donc, c'est à la fois intérêt général et niveau élevé de protection. Et ça, c'est un rappel fait pour les juridictions nationales dans l'arrêt du 3 juillet 2025. Et puis enfin, dernier mot, il y a un thème, peut-être un sous-thème qu'il faudrait développer dans le GIS et dans la recherche, qui m'a frappé, c'est la relation entre l'environnement, la défense de l'environnement et le droit, et l'humour. Alors, je ne sais pas si ça fait partie des sous-thèmes, l'humour. L'humour et les jeux de mots. Parce que les ONG sont très imaginatives, rien que dans le nom de certaines ONG, l'ONG qui attaquait l'entreprise de saumon industriel près de Bordeaux, l'affaire Pure Salmon, cette entreprise qui attaquait ce développement industriel de la salmoniculture, s'appelait Au Secours. Mais O-E-A-U-X, c'est pour protéger l'eau. Mais c'est l'association qui s'appelle Au Secours. Donc c'est de l'humour, mais qui est important. Et de même, finalement, l'action, l'affaire du siècle, c'est aussi avec un vocabulaire utilisé pour rendre attractif la défense de l'environnement. Donc il y a tout un thème sur humour, jeu de mots et environnement. Merci. Et on avait une troisième question sur la question des dispositifs juridiques internationaux. Dans quelle mesure ces dispositifs juridiques internationaux peuvent-ils offrir des ressources juridiques aux défenseurs de l'environnement? Alors on avait évoqué la question dans le contexte complexe de l'Amérique latine, des accords d'Escazú qui accordent une protection nouvelle ou une nouvelle façon de penser la protection aux défenseurs des droits. Et donc la question, ça serait de préciser la portée de ces éléments. Et on peut peut-être repasser la parole tout de suite à Michel Prieur sur cette question. Oui. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ce thème des défenseurs de l'environnement au niveau international, il est pris en main par les droits de l'homme. Et c'est encore un bel exemple de mon discours répétitif que l'environnement n'est sauvé et ne sera sauvé que grâce aux droits de l'homme. Et donc, c'est les droits de l'homme qui ont tiré la sonnette d'alarme, avant même la défense de l'environnement. C'est la défense des défenseurs des droits de l'homme, sans parler d'environnement. Et l'ONU s'est attaquée à la défense des défenseurs des droits de l'homme dès 1984 en mettant en place un groupe de travail pour faire adopter une déclaration au titre de l'ONU. Comment on va défendre les défenseurs des droits de l'homme? Et c'était tellement compliqué déjà de défendre les défenseurs des droits de l'homme que ce groupe de travail a mis 14 ans à travailler pour arriver à une déclaration qui a été adoptée par le Conseil des droits de l'homme en 88 et qui est devenue une résolution de l'Assemblée générale en 89. Et donc c'est ce texte de 1989 qui est la base juridique aujourd'hui de la défense des défenseurs de l'environnement. Parce que depuis 89, l'environnement est monté en puissance, l'environnement est devenu un droit de l'homme lui-même en tant que tel, et par conséquent, il faut maintenant raccrocher la défense des défenseurs des droits de l'homme avec la défense des défenseurs de l'environnement. Et c'est le travail que fait l'ONU depuis les années 90. L'environnement, en réalité, est rentré dans le thème des défenseurs des droits que depuis 2019, avec une résolution du Conseil des droits de l'homme qui reconnaît la contribution des défenseurs des droits de l'homme à la défense du droit de l'environnement. Résolution de 2019. Et à partir de là, évidemment, il y a tout un tas de développements et on pourrait s'attendre à ce que ça soit le PNU, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui ait pris le relais avec une résolution du PNU qui est adoptée par tous les États de l'ONU. Eh bien, bizarrement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune résolution encore du PNU qui reprend en tant que résolution du PNU la défense des défenseurs des droits de l'environnement. C'est quelques allusions, mais pas une résolution en tant
que tel. Le PNUD s'est contenté de faire en 2018 un guide de recommandations pour Environmental Defender Policy. Donc il n'y a que des recommandations du PNUD pour défendre les défenseurs de l'environnement. Ça, c'est au niveau ONU. Alors au niveau Amérique du Sud, la situation est beaucoup plus dramatique, puisqu'en Amérique du Sud, entre 2012 et 2020, il y a eu 1540 morts pour des causes environnementales, des militants d'environnement qui ont été assassinés. Et en 2023, 85% des assassinats pour défense d'environnement ont eu lieu au Brésil, en Colombie, au Honduras et au Mexique. Et un tiers des victimes sont des populations indigènes. Et donc là, il y a un domaine tout particulier qui concerne essentiellement la protection des forêts, la lutte contre les exploitations minières, la lutte contre l'agro-industrie et la lutte pour la protection de l'eau et la lutte contre les barrages. Et donc c'est dans toutes ces circonstances particulières que des entreprises ou des mafias payées par des entreprises ont assassiné des militants de l'environnement, qui ne sont pas forcément des membres d'associations d'écologistes, qui sont des individus qui protègent leurs terres. À la suite de ces mouvements, la Commission interaméricaine des droits de l'homme a fait en 2006 un rapport sur les défenseurs des droits de l'homme, y compris l'environnement, et ça aboutit sur la fameuse convention qui s'appelle l'accord d'Escazú de 2018 sur l'information, la participation et l'accès à la justice en Amérique latine et dans les Caraïbes. Et dans cet accord d'Escazú, il y a un fameux article, l'article 9, qui est exclusivement consacré à la défense des droits de l'homme à propos des questions environnementales. Alors cet article est très long, il est très détaillé, il fait 3 paragraphes. Il donne pour les États des directives à la fois sur le fond et sur la procédure à mettre en place pour protéger ceux qui défendent l'environnement, pour limiter les menaces, les insécurités, pour protéger les associations et les réunions, la libre circulation, le droit d'accès, etc. Et ils insistent sur des mesures qui doivent être effectives, à la fois pour prévenir les agressions des défenseurs de l'environnement, pour permettre des enquêtes, pour qu'il y ait des procédures adaptées et des sanctions en cas d'attaque, de menace ou d'intimidation. Alors, chaque partie garantit, chaque partie prend les mesures. Et donc, c'est des obligations contraignantes. C'est pas du should, c'est pas du pourrait, c'est des obligations obligatoires, contraignantes, imposées par ce traité international. Alors, les États qui ont ratifié et signé, 24 États ont signé, 18 ont ratifié pour l'instant, et les ratifications sont encore en cours. Notamment, on attend celle du Brésil, qui doit être imminente. Mais en attendant, les COP, les conférences des parties d'Escazú, sont déjà au travail. Et dès la première COP de Escazú, a été mis en place un groupe de travail sur le problème des défenseurs des droits de l'environnement et qui ont abouti à l'adoption d'un plan d'action pour 2024-2030 qui a été approuvé à la COP de Santiago en 2024. Et j'ai été moi-même à Santiago à cette COP 3 qui a discuté beaucoup de ce plan d'action qui a été approuvé par les États, plan d'action de 14 pages. Et donc, l'article, il fait déjà 15 lignes et plan d'action de 14 pages. Donc, ils prennent les affaires au sérieux. Et il va y avoir un suivi pour l'effectivité des mesures entreprises avec des forums, des réunions dans tous les États, notamment dans les États les plus menacés. Et donc, le secrétariat d'Escazú, il n'a pas peur d'aller sur le terrain.
dans les pays où il y a le plus grande des menaces, pour faire des réunions, des forums, des réunions publiques avec la société civile. Et le groupe de travail est chargé du suivi de l'effectivité. Et il y a des forums qui sont prévus en 2026-2027. Donc c'est pris au sérieux. Alors devant cette énergie des États d'Amérique latine, l'Europe s'est trouvée un peu à la traîne. Parce que la Convention d'Escazú, c'est une copier-coller de la Convention d'Aarhus. Mais c'est mieux qu'Aarhus, puisque dans Aarhus, il n'y a pas un article spécifique pour protéger les défenseurs de l'environnement. Mais dans Aarhus, il y a quand même un article qui évoque la nécessité de protéger ceux qui défendent les droits qui sont dans la Convention d'Aarhus. Mais dans la Convention d'Aarhus, il n'y a que 3 droits: l'information, la participation, l'accès à la justice. Mais il y a quand même un article général sur le droit à l'environnement. Donc on peut dire que Aarhus protège aussi généralement le droit à l'environnement, au-delà de l'information, de la participation, l'accès à la justice. Mais à voir en détail. En tous les cas, dans Aarhus, il y a mention de la nécessité de faire attention à ceux qui violeraient les droits protégés par Aarhus. Mais à la suite d'Escazú, Aarhus est empressé, à la COP qui a suivi Escazú, de désigner un rapporteur spécial pour protéger les défenseurs des droits d'Aarhus. Et donc, il y a maintenant un rapporteur spécial, qui est l'ancien rapporteur des droits de l'homme sur les droits de l'homme et les défenseurs des droits de l'homme, et il a été mis en place en 2020 ou 2022, et maintenant, il y a déjà des premiers rapports du rapporteur spécial d'Aarhus sur les premières violations des droits des défenseurs de l'environnement, avec des enquêtes, etc. Donc ça commence à marcher, en retard en Europe, en suivant le modèle américain. Merci. Sur cette question spécifique internationale, vous voulez intervenir, Julien ou Pablo? Simplement, mais c'est pas véritablement ma partie, donc je ne vais pas m'appesantir, mais sur le rapport spécial de Michel Faure, justement, ce qui est intéressant de noter, c'est parce que c'est un rapport qui porte sur plusieurs pays européens et qu'il alerte sur le fait que la France est l'état dans lequel la répression policière et judiciaire des militants écologistes est la plus grave. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu tellement de réactions de la part du pouvoir politique. Mais la Commission consultative française sur les droits de l'homme a rendu un avis, mais ce n'est qu'un avis de la Commission consultative sur les droits de l'homme, mais elle a rendu un avis spécialement sur l'environnement en 2025, où là aussi, elle, comme Forst, elle tire la sonnette d'alarme, elle alerte le gouvernement en disant « Attention, en matière d'environnement, vous êtes en train de déraper ». Et donc une dernière interrogation sur les effets en fait de ces nouveaux usages du droit ou de ces usages du droit sur les mobilisations écologiques, donc entre peur de l'inculpation, solidarité avec les militants inculpés, recherche de nouveaux répertoires d'action. Donc, quels sont pour vous donc ces effets de ces usages de droit sur les mobilisations écologiques? On peut peut-être demander à Pablo de commencer sur cette question. Alors, on a des effets qui sont assez variés et qu'on peut, selon moi, déceler aussi grâce à la méthode ethnographique vraiment sur le terrain, en pouvant observer des situations quotidiennes et notamment les formes d'organisation militante. Moi, notamment, ce que j'ai observé, c'est qu'on a de plus en plus, alors dans les mouvements écologistes en général et en particulier aussi dans les franges qui pratiquent justement plus l'action directe, les franges plus anarchistes, même si actuellement il y a largement une diffusion de ces pratiques-là, on a de plus en plus une anticipation de la répression, avec une anticipation qui est, j'ai envie de dire, intériorisée au sein des pratiques, des gestes et des formes d'organisation et donc des répertoires d'action collective. Par anticipation de la répression, je veux donc dire que les militants vont être très conscients du risque de répression policière, mais aussi surtout du risque de répression judiciaire, pour tout un tas de raisons historiques
qui ont pu être identifiées notamment par les travaux de Vanessa Codaccioni, le risque judiciaire n'est... alors, on pourrait faire des nuances selon si on parle des décrocheurs de portraits ou de militants dans des conflits locaux plus intenses, disons, en termes de confrontation. Mais en tout cas, le risque judiciaire n'est plus tant recherché par les militants comme une étape nécessaire ou une scène de mobilisation véritablement utile, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne l'investissent pas. Mais en tout cas, la correctionnalisation des procès, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a plus de procès d'assises, il n'y a plus de reconnaissance des infractions comme étant des infractions politiques, moins de temps donné aux prévenus pour s'exprimer, ou parfois les juges qui interrompent les militants qui essayent d'avoir une parole politique, par exemple dans le cours du procès, le fait que la prison n'est pas considérée comme un lieu de politisation non plus et n'est pas désirable, et j'en passe. Il y aura plein de conditions qui seront encore à objectiver. En tout cas, le risque judiciaire, globalement, est largement... les militants essayent de l'éviter au plus possible et donc vont organiser leurs actions. Et donc moi, ce que j'ai pu observer, c'est un maintien de l'anonymat assez fort avec beaucoup des participants à ces conflits locaux qui, notamment dans les ZAD, qui vont utiliser des pseudonymes, une forte informalité de l'organisation collective avec une division du travail militant ou des hiérarchies qui restent informelles et qui ne sont pas formalisées, et une imprévisibilité de l'action collective, c'est-à-dire que la plupart, pour un certain nombre d'actions, elles vont être alors soit nocturnes, soit en tout cas non déclarées, dissimulées, voire tout à fait spontanées. Vous avez aussi ce que je voulais dire sur l'ensemble de ces structurations, on va dire, de l'organisation collective et du militantisme, c'est qu'il ne faut pas les voir exclusivement, disons, comme des stratégies militantes pour éviter la répression, mais déjà comme des effets aussi de facto, mais aussi en fait comme participants d'une certaine culture militante qu'on observe aujourd'hui dans ces zones à défendre, dans ces conflits-là, où vous avez la promesse un peu d'une réinvention de soi en fait par le militantisme, où vous allez pouvoir sortir des assignations sociales, des assignations de genre, qui vont, et en fait par la pratique militante, par la participation à un collectif de vie, vous allez pouvoir vous réinventer. Et en fait, ce que j'observe, c'est une sorte de conjonction entre cette recherche de l'invisibilité, ou moi je parle d'illisibilité en reprenant les travaux de Scott, cette recherche de l'illisibilité par rapport à la lecture policière et judiciaire du militantisme, va en fait se conjuguer à la recherche à la volonté de bifurquer dans sa vie, à la promesse en tout cas, à discuter, c'est une illusion, de la réinvention biographique de soi. Et ce que je voulais dire aussi là-dessus, c'est que ce que j'ai pu observer, c'est des processus relativement inattendus ou paradoxaux d'intégration du droit dans les répertoires d'action collective. Vous avez par exemple utiliser le droit, notamment le droit du logement, le droit des procédures en ce qui concerne les procédures d'expulsion. Par exemple, les militants vont, plutôt que d'être exclusivement dans une action directe sans aucune formalisation, vont déclarer un militant qui par ailleurs est finlandais et n'habite plus en fait réellement ici, mais vont le déclarer dans le conflit de Bure comme occupant officiel du bois occupé, ce qui va permettre de déclencher une procédure et ralentir fortement les possibilités, une procédure juridique, et donc de ralentir fortement les possibilités d'expulsion, et qui a permis l'occupation de 2 ans qu'il y a eu de la forêt. Et autre cas intéressant, c'est lorsque l'agence en charge du projet d'enfouissement de déchets nucléaires avait construit un mur de 2 km autour du bois pour empêcher la réoccupation et protéger les futurs travaux. Les associations et les écologistes des franges autonomes aussi ont attaqué en fait en justice cette construction en dénonçant le fait qu'il n'y avait pas de permis de construire. Il y a le tribunal
administratif a condamné l'agence et donc a déclaré ce mur illégal. Et une semaine après, vous avez une manifestation de 300 personnes qui a saboté, enfin qui a détruit littéralement ces 2 kilomètres de mur. Et donc en fait, vous avez une complémentarité qui s'opère et de plus en plus aujourd'hui dans les luttes écologistes entre de l'action directe, des illégalismes militants et une certaine maîtrise du droit et des recours juridiques notamment. Et j'en finis peut-être là-dessus pour dire que ça, c'est un projet de recherche en cours. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez, alors vous devez connaître la constitution des équipes juridiques, les legal teams, qui sont, Julien en parlera aussi, je crois, qui sont de plus en plus actives dans la défense des militants. Mais ce que j'observe aussi, c'est qu'en amont des procès, ces équipes de militants qui se forment sur le tard à la matière juridique, pour pouvoir connaître, faire des formations au sein des organisations militantes, pouvoir faire connaître aux personnes leurs garanties procédurales, le droit à garder le silence, etc., dans tout un tas de contextes répressifs. En réalité, ces formations, cette connaissance du droit se développe énormément, notamment chez des militants qui sont, on le sait, de manière surreprésentée, issus des classes moyennes et supérieures. Se développe donc une pratique, une familiarisation, une socialisation au droit qui fait que des militants qui peuvent, encore une fois par ailleurs, être anarchistes ou autonomes et très défiants à l'égard du droit, vont finalement devenir des virtuoses du droit et intégrer le droit dans leur pratique et dans leur conception de l'action collective. Merci. Julien, peut-être sur ces effets. Alors, sur les effets, donc plusieurs choses. Alors, quand on regarde la jurisprudence, les affaires sont toujours aussi fréquentes et même on pourrait dire il y a de plus en plus de militants qui sont poursuivis, ça donne lieu à de la jurisprudence, ce qui montre qu'il n'y a pas forcément d'abandon des modalités d'action qui peuvent avoir une nature infractionnelle en tout cas. On a toujours des actions d'alerte, toujours des actions directes qui peuvent être illégales. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait un abandon de ces modalités d'action. Quand on lit le résultat de certaines enquêtes, les enquêteurs disent que de certaines enquêtes sociologiques, pas d'enquêtes policières, que les abandons finalement sont assez rares parce que les gens sont très attachés à leur cause et qu'ils sont prêts à s'exposer à un certain risque alors, juridique, mais qui n'est pas seulement juridique, qui est un risque pour son intégrité physique aussi. Et il y a assez peu d'abandon. Alors peut-être, là je vais reprendre quelques éléments qu'a soulevé Pablo, il y a peut-être une évolution de la manière de mobiliser le droit, effectivement, avec, en tout cas dans le cadre d'un procès pénal, moins utiliser le procès pénal comme une tribune, c'est pas l'objectif, on ne commet pas des infractions, effectivement, on a les mêmes lectures pour les raisons que tu dis, mais parce qu'il y a également des voies procédurales qui permettent d'empêcher l'expression. Si on part sur des alternatives aux poursuites, il n'y a pas de publicité. On peut partir sur des procédures très rapides, comme de la comparution immédiate, où on n'a pas le temps, effectivement, de déployer tout un argumentaire dans l'espace judiciaire. Et inversement, effectivement, des chercheurs relèvent une résurgence des legal teams, d'équipes de juristes. Alors, en matière environnementale, a priori, il n'y a pas d'équipe structurée de legal team en matière environnementale, contrairement à la Belgique. Mais on voit quand même qu'il y a une sorte de résurgence un peu partout en Europe, avec plusieurs missions importantes. La première mission, ça part toujours d'une évaluation du risque pénal. Une évaluation du risque pénal pour une action donnée, quelle qualification applicable, quelle peine encourue, quel risque de réaction policière, quel cadre procéduraux envisageable, avec deux objectifs, une fonction d'information des militants pour qu'ils puissent s'engager en pleine connaissance de cause et s'exposer à des risques relativement bien compris, et a priori également une fonction émancipatrice, dans le transfert de la connaissance du droit. Ce qui apparaît, c'est que les personnes qui s'investissent dans les legal teams, ce sont des personnes qui ont conscience que le droit, et particulièrement le droit pénal, c'est un outil entre les mains de groupes sociaux dominants et qui sont utilisés de cette manière-là. Et donc, transmettre et accompagner, transmettre ce savoir juridique,
c'est une manière de donner et de partager cet outil qui appartient à certains privilégiés pour rééquilibrer un rapport de force entre les militants et les autorités de police et de justice. Donc à chaque fois, à la fois dans la connaissance des droits et également dans une forme d'appropriation du langage juridique. Donc, alors, avec des craintes pour les membres des legal teams de subir le même sort que les militants. Et on voit qu'apparemment certains membres choisissent eux aussi de rester anonymes, choisissent de rester loin du terrain pour ne pas être exposés, eux, à de la violence policière ou à des poursuites. Alors, un autre élément, ce que tu as dit, Pablo, m'a fait penser sur le recours peut-être à davantage d'anonymat ou à des modes informels de mobilisation. Il y a également des modes où on peut constater comme une sorte de division du travail. Si on regarde par exemple les actions d'L214, où assez souvent, finalement, les vidéos qui vont être diffusées ne vont pas forcément être le fait de membres de L214, mais vont être relayées. Donc ça va être des lanceurs d'alerte qui, eux, vont rester anonymes, mais ça va être diffusé, ça va être relayé par L214 comme facilitateur pour les lanceurs d'alerte. Ce qui fait que ce ne sont pas les militants eux-mêmes qui vont mener, les membres de l'association qui vont mener les actions militantes, mais des personnes qui finalement vont rester protégées par cet anonymat-là et ne pas apparaître comme membres d'une association. Merci. Michel Prieur sur les effets. Oui, alors je voudrais revenir sur un élément important par rapport à la France, en dehors de l'accès à la justice. Les défenseurs de l'environnement, avant d'aller devant les tribunaux, peuvent faire toute une série de démarches de type administratif pour obtenir des informations, des données ou pour réclamer. Et donc, c'est les procédures d'accès à la CADA, aux documents administratifs, et c'est les procédures qu'il y avait de recours au médiateur de la République quand il existait. Et quand il existait, si on regarde les chiffres de recours au médiateur de la République en matière d'environnement, on est évidemment très déçu, parce qu'il y a eu très peu de recours, de réclamations devant le médiateur de la République sur l'environnement. On pourrait se poser la question pourquoi. Et parce que peut-être les ONG ne savaient pas qu'elles pouvaient aller devant les médiateurs de la République, etc. Alors c'est pareil avec le défenseur des droits. Défenseur des droits, je n'ai pas vu les dernières statistiques, combien il y a de réclamations devant le défenseur des droits en matière d'environnement. Alors ce que j'ai vu par contre, c'est que les défenseurs de droits s'intéressent quand même un peu à l'environnement, parce qu'en 2024, il a fait un rapport sur le droit des enfants à un environnement sain. Bon, alors très bien, droit des enfants à un environnement sain, mais qui va devant le défenseur de droits quand on a un problème d'environnement en France? Et alors, pour répondre à ce vide institutionnel finalement de modalités de réclamation, il y avait le modèle qui existe dans les États étrangers de l'ombudsman spécialisé en matière d'environnement, le médiateur spécialisé en matière d'environnement, ce qui n'existe pas en France. Et c'est pourquoi le gouvernement de l'époque avait mandaté une députée de l'Assemblée nationale, Cécile Muchotti, de faire un rapport sur l'éventualité de la création d'un défenseur des droits spécialisé en environnement. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé avec cette députée Cécile Muchotti pour ce rapport en 2012. Elle a fait un rapport dont je vous recommande la lecture. Il est fait maintenant partie des tiroirs au 3e étage en dessous du niveau de la mer. Et malheureusement, cette députée a été battue par le Front National, n'a pas été réélue et n'a pas pu poursuivre sa pression. Il y a eu quand même une proposition de loi pour mettre en place l'institution d'un défenseur de l'environnement, proposition de loi constitutionnelle pour introduire dans la Constitution un défenseur de l'environnement du 13 décembre 2022, et la commission des lois constitutionnelles a rejeté cette proposition de loi constitutionnelle le 1er février 2023. Et par conséquent, mis à la poubelle l'idée d'avoir un médiateur de l'environnement en France ou un défenseur des droits de l'environnement en France, avec l'échec
de cette proposition de loi constitutionnelle. Enfin, en changeant de champ géographique, je veux revenir sur un témoignage personnel au niveau international sur la façon dont on peut défendre les défenseurs des droits. Il se trouve que dans le cadre de l'organisation dont je m'occupe, le Centre de droit comparé de l'environnement, on a déjà eu à se battre pour défendre 3 défenseurs des droits, qui sont des étrangers. Le premier, c'est le professeur Kaboglu, qui est un professeur de droit constitutionnel turc, qui était dans le bureau du CDCE, et qui, il y a quelques années, a été poursuivi par le président turc et qui a été démis de ses fonctions d'universitaire, avec privation de ses droits à pension. Donc c'était déjà une sanction majeure, parce qu'il est défenseur des droits de l'homme, il a été même président de la Commission des droits de l'homme en Turquie, et ce qui n'a pas plu évidemment au président de la République. Alors, il n'a pas été mis en prison, mais il a été privé de ses droits, et notamment de son droit à pension. Et alors, par un miracle, il a réussi l'année suivante à être élu à l'Assemblée nationale turque, dans le parti d'opposition, et là, il a fait des ravages dans le parti d'opposition, évidemment, en défendant des tas de projets de loi en faveur de l'environnement. Il ne s'est pas représenté, et compte tenu de son prestige, il a été élu président du barreau d'Istanbul. Et donc, il est le président des avocats du plus grand barreau turc. Et là, il a été à nouveau poursuivi pour terrorisme, parce qu'il avait défendu des personnes qu'il fallait défendre au niveau des droits de l'homme, et traîné devant les tribunaux. Et on vient d'apprendre il y a 15 jours, c'était dans des journaux français aussi, je crois, qu'il a été acquitté des poursuites pour délit de terrorisme. Alors, pendant toute cette histoire, nous, on a passé notre temps à intervenir auprès de l'ambassade de France en Turquie, parce qu'en plus, il est chevalier de la Légion d'honneur française, auprès de l'ambassade de France en Turquie, auprès du groupe de l'Assemblée nationale des amitiés France-Turc, enfin tous les moyens de pression parallèle, qui est le seul moyen d'intervention pour essayer de sauver, depuis la France, quelqu'un qui est poursuivi pour délit d'opinion en matière d'environnement. Deuxième exemple, encore un professeur, parce qu'évidemment, on regroupe beaucoup de professeurs dans mon organisation, un professeur de droit de l'environnement camerounais, Maurice Kamto, qui est à l'origine du droit de l'environnement au Cameroun. Maurice Kamto est un publiciste, il a passé l'agrégation de droit public en France et les professeurs de droit à Yaoundé, et il a été nommé ministre de la Justice il y a quelques années. Il a fini par se fâcher avec l'éternel président de la République du Cameroun, qui est encore président depuis 30 ou 40 ans, et il est rentré dans l'opposition au président de la République du Cameroun. Et il a voulu se présenter comme candidat au présidentiel, il y a 5 ou 6 ans. Et là, ça n'a pas plu au président du Cameroun, il a été mis carrément en prison. Et donc là encore, on a dû intervenir, l'ambassade et tous les... On ne pouvait rien faire, on est totalement impuissant, et c'est ça que je voudrais manifester, c'est l'impuissance juridique d'une organisation de juristes qui protège l'environnement au niveau international et qui est incapable de protéger ses membres au niveau international. On n'a pas pu le protéger. Il est resté en prison, je crois, 1 an et demi. Il a finalement été libéré. Dernier exemple. Cette fois-ci, c'est un Vietnamien, Monsieur Dang Dinh Bac, qui est un avocat vietnamien responsable d'un centre de recherche en droit de l'environnement, qui a été arrêté en 2021 avec un procès à huis clos en 2022 pour évasion fiscale. Condamné à 5 ans de prison. Il est à l'heure actuelle en prison. Alors, comment on peut intervenir? On a intervenu auprès du groupe France-Vietnam à l'Assemblée nationale. On a intervenu auprès de l'Union européenne,
qui finance beaucoup le Vietnam pour des tas d'actions, et qui, soi-disant, à l'Union européenne, il y a un comité spécial de protection des droits de l'homme au sein de l'Union européenne, et qui est un comité financier, qui finance des actions pour protéger les droits de l'homme au niveau international. Donc on les a saisis en disant, si vous servez à quelque chose, il faut protéger cet avocat vietnamien. Pas de réponse. Par contre, il y a eu 2 pétitions d'Amnesty International, un soutien du Comité des droits de l'homme au Congrès américain, parce que l'association de ce Vietnamien recevait de l'argent américain, et c'est pour ça qu'il a été poursuivi pour évasion fiscale, parce que son association était en partie subventionnée par une association américaine. Et il y a eu récemment, en 2023, un avis de 18 pages sur le groupe de travail de la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme. Il y a un groupe de travail sur la détention arbitraire et qui a été consacré en grande partie à son cas. Et donc, c'est une action d'un groupe de travail du Conseil des droits de l'homme. Mais là aussi, quelle portée? Aucune portée, puisque il y a eu une communication auprès du gouvernement vietnamien à la suite de cet avis du Conseil des droits de l'homme. Le gouvernement vietnamien n'a pas répondu à l'avis du Conseil des droits de l'homme. Et la rapporteuse spéciale des défenseurs des droits de l'homme à propos des droits de l'homme et du changement climatique, dans son rapport de 2025, la rapporteure spéciale Mary Lawlor mentionne le cas de cet avocat vietnamien. Alors on mentionne tous le cas de cet avocat vietnamien, il est encore en prison. Merci. Très rapidement, 30 secondes. Un mot et ensuite on prendra quelques questions. C'était juste pour évoquer, parce qu'on a parlé des possibilités de se défendre aussi devant la justice pour des militants écologistes. Et là, je voudrais revenir sur la question du contrat d'engagement républicain, qui est donc un outil de police administrative créé en 2021 et qui permet de couper les subventions à des associations soupçonnées de catégories assez vagues, mais comme le séparatisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, c'est les services de renseignement. Et donc, cet outil, en fait, il a permis, mais par un usage tout à fait tacite, sans déclenchement de procédure véritablement formelle, il a permis de couper les subventions, notamment à des associations environnementales ou des associations au sein desquelles étaient salariés ou bénévoles des personnes qui étaient militantes par ailleurs pour l'environnement dans leur vie privée. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est les services de renseignement territoriaux qui interviennent à ce moment-là pour obliger les administrations à couper leur financement à l'égard de ces associations. Sauf qu'à ce moment-là, notamment parce qu'il n'y a pas de procédure réglementaire enclenchée, mais cet usage tacite, ça se passe en gros dans les couloirs des administrations. Et donc, vous n'avez pas d'acte administratif. Et donc, vous n'avez pas en fait très très peu de possibilités pour ces associations de se défendre, en tout cas sur les motifs réels qui leur sont reprochés, de se défendre et donc notamment d'aller devant la justice administrative. Donc il y a quelques tentatives en ce moment, mais où ils sont obligés de prendre des chemins détournés pour essayer de se défendre de ça. Donc voilà, il faut aussi qu'il y ait un minimum de publicité, et l'opacité n'est pas toujours compatible avec ça. Merci. Donc, question. Donc, nous avons un repas qui sera servi en salle panoramique à partir de 13h30. Donc, nous avons le temps pour quelques questions. Bonjour. Merci pour vos interventions, Noé Morel, étudiant en sociologie. N'étant pas juriste, j'aimerais vous poser une question, une interrogation sur la porosité entre pouvoir législatif, judiciaire et exécutif, notamment avec 2 exemples liés à Sainte-Soline, avec alors si j'ai peut-être pas les bons termes, le procureur de Rennes qui était en charge de l'affaire par rapport aux violences commises par les forces de l'ordre, qui a classé l'affaire parce qu'il dépend en ce moment de Gérald Darmanin, ministre de la Justice, qui était dans le même temps concerné parce que ministre de l'Intérieur au moment des faits, donc une sorte de conflit d'intérêts.
et de l'autre côté, la commission d'enquête parlementaire qui avait été initiée à l'encontre des porte-paroles des soulèvements de la terre sur les violences commises à Sainte-Soline et que les avocats des militants ont présenté la CEP comme une sorte de détournement de cet outil qui est à la base un outil législatif. Et donc, je souhaitais avoir votre opinion sur cette porosité et sur les risques que ça peut engendrer à l'avenir sur la répression des militants écologistes. Merci. Merci pour, pour vos interventions. Sur la question donc, de la répression de ces militants écologistes, je ne vous ai pas entendu, peut-être j'ai mal entendu, la question liée au terrorisme, puisque il y a plusieurs il y a le parquet national antiterroriste qui a pu se saisir contre des militants. Et j'aurais voulu avoir votre avis là-dessus, les questions que ça pose juridiquement au pénal, et aussi la manière peut-être aussi dont les militants reçoivent cette pénalisation à l'extrême, puisque là, on bascule vers l'antiterrorisme. Merci. Oui, moi j'avais deux petites questions. La première qui porterait sur est-ce qu'il y a un discours public, c'est-à-dire est-ce qu'on a des circulaires, une littérature qui existe sur des instructions qui sont données spécifiquement pour les mouvements écologistes dans le cadre de la répression, puisque vous avez beaucoup fait référence au fait que le parquet s'auto-saisissait, et quel regard on peut porter en corrélation avec la poursuite des infractions environnementales, et comment on peut regarder ces deux mouvements. En tout cas, ça m'intéresserait de le savoir. Et ma deuxième question, je crois que je l'ai oubliée, parce qu'elle n'était pas très intéressante. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc sur Sainte-Soline qui... Alors, donc sur la question de la porosité, bon, il y a une porosité effectivement qui existe. Alors, entre le pouvoir législatif et exécutif, ça c'est pas tellement ma partie, mais sur le lien entre ce pouvoir politique et le pouvoir judiciaire, il existe dans la mesure où le parquet dépend hiérarchiquement du garde des Sceaux. Il est placé sous l'autorité hiérarchique du garde des Sceaux. Le garde des Sceaux ne peut pas lui donner des instructions spécifiques dans telle ou telle affaire. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il ne le fait pas? Ça, c'est une autre question. Mais ça a été supprimé des possibilités qui lui étaient offertes. Mais il y a quand même une hiérarchie qui existe. Ce qui retient mon attention dans les deux choses que vous soulevez, c'est le caractère assez étonnant des procédures et des réactions procédurales. Moi, j'ai été très étonné. Je ne sais pas pourquoi, puisque les classements sans suite ne sont pas motivés. En tout cas, il n'y a pas de décision rendue publique où on a accès aux motivations sur la raison pour laquelle il n'y aurait pas de poursuite à l'encontre des policiers, malgré les vidéos qui sont sorties, avec des éléments qui laissent à penser que des infractions ont été commises de manière tout à fait intentionnelle. C'est assez étonnant qu'il n'y ait pas de poursuite. Ça peut être contrecarré puisque le ministère public peut refuser de poursuivre, mais les victimes peuvent tout à fait se constituer partie civile à partir du moment où il y a un classement sans suite et court-circuiter la décision du parquet en saisissant elle-même un juge d'instruction. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être contrecarré. De la même manière, sur la commission d'enquête parlementaire, donc c'est-à-dire que des membres des soulèvements de la terre avaient été convoqués pour comparaître devant une commission d'enquête parlementaire. Ils n'avaient pas comparu personnellement et avaient simplement déposé des dossiers. C'est une infraction pénale. Alors, à ce que j'ai compris, il n'y avait jamais eu de poursuite pour une telle infraction depuis le début de la Ve République. Et donc, c'était une grande première que des poursuites soient exercées. D'autant plus que le parquet avait requis une peine, là aussi assez rare, la privation des droits civils, civiques et politiques. Une peine qui est peu requise et à
a fortiori pour des infractions qui, juridiquement, ne sont pas reconnues comme des infractions politiques. Il faut savoir que les infractions commises par les militants écologistes ne relèvent pas de la catégorie juridique des infractions politiques. Donc, en revanche, la peine qui était requise, elle, avait une nature fortement politique. Donc, je peux qu'être étonné également, comme vous, mais j'y reviendrai plutôt peut-être pour la question que tu as posée, Marine, sur la... C'est d'autant plus étonnant, j'y reviendrai, quand on compare la politique pénale qui est mise en œuvre à l'égard des auteurs d'infractions environnementales, mais on y reviendra. Sur ça, j'ajouterais vraiment un truc très rapide, que effectivement, selon moi, il y a un champ de recherche encore vraiment à explorer sur la question des... des liens entre ministère, pouvoir exécutif et parquet, ça a pu être un peu fait. Mais en gros, sur la question du rôle politique des procureurs dans la poursuite, la pénalisation du militantisme, et comme je disais tout à l'heure, les prises de distance éventuelles des juges par rapport à ces velléités parquetières. Il y a vraiment encore, pour moi, un travail à réaliser. Et ce qu'on peut observer, en tout cas, c'est que dans des conflits locaux où vous avez dans un petit tribunal, par exemple de Bar-le-Duc en Meuse ou de Castres, concernant le conflit de la 69, vous avez en fait dans ces deux cas-là une soixantaine de procès, enfin à Bure on doit en être même à beaucoup plus maintenant, où en fait du coup c'est très régulièrement le même procureur qui donc en fait construit vraiment, on peut dire qu'il a un rôle public et un rôle politique à ce moment-là dans la façon de qualifier les faits, mais aussi de catégoriser la mobilisation, de la disqualifier surtout. Voilà, donc là, il y a encore un large travail qui est à faire et qui sera intéressant là-dessus. Oui, je voudrais insister sur le fait qu'il ne faut pas oublier évidemment que la justice, c'est une abstraction, mais que les juges, ce n'est pas une abstraction, et que c'est des femmes et des hommes qui ont par conséquent des idées, des opinions, des religions, etc., des engagements, et que si la justice ne répond pas aux attentes des environnementalistes, c'est peut-être parce que les juges ne savent pas ce que c'est que l'environnement, et que par conséquent, il y a un problème en amont qui est celui de la formation, de la sensibilité des juges sur les thématiques environnementales. Alors a priori, ils sont formés aux droits de l'homme, et donc il n'y aurait pas besoin de les former sur les droits de l'homme, et comme maintenant l'environnement est un droit de l'homme, eh bien c'est encore mieux. Et par conséquent, ils devraient à la fois être formés et sur les droits de l'homme et sur l'environnement. Et effectivement, mais c'est récent, et c'est pour ça que les évolutions jurisprudentielles qu'on voit apparaître, elles sont récentes, à la fois parce qu'il y a de plus en plus de recours, mais aussi parce qu'il y a de plus en plus de décisions favorables à l'environnement. Alors, je n'ai pas fait le décompte exactement en matière administrative, civile, pénale, celles favorables, celles pas défavorables, pas favorables. Il faudrait faire un décompte précis par rapport aux résultats. Mais je crois qu'on serait étonné de voir qu'il y en a quand même pas mal qui sont plus favorables qu'elles ne l'étaient autrefois. C'est une vue purement intuitive, à vérifier scientifiquement. Et probablement parce que justement, les jeunes magistrats, par rapport aux magistrats d'il y a 30 ou 40 ans, ont un peu plus accès à des formations spécialisées par l'ENM, et il y a des formations spécialisées non seulement pour les auditeurs de justice, mais aussi au titre de la formation continue, qui en matière des magistrats est une exigence impérative dans leur carrière. La formation continue, il y a de plus en plus d'offres de formation en droit de l'environnement. Bon, c'est pas là où ils se précipitent. Et souvent, il n'y a pas grand monde et ils sont obligés de les annuler parce qu'il n'y a pas assez de candidats magistrats pour aller aux formations continues sur l'environnement. Ben pourquoi? Ben parce que si vous voyez les statistiques du ministère de la Justice, les affaires d'environnement par rapport aux autres affaires civiles et pénales, c'est 0, je ne sais pas combien. Ça ne va pas très loin. Et donc, dans le travail des magistrats, l'environnement, c'est peanut. Et par conséquent, ils ne sont pas motivés professionnellement à s'investir. Mais par contre, s'il y a de plus en plus de recours, les statistiques vont être modifiées sur le nombre de recours environnement, et à la fin, eh bien, il y aura peut-être plus de formation continue sur l'environnement, parce qu'il y a plus d'affaires sur l'environnement. Donc, il faut s'attaquer
à la formation des juges. Et un événement positif, c'est que depuis, je ne sais plus, 4 ou 5 ans, s'est créé, et ça c'est un événement, une association des magistrats pour l'environnement. Ça existait déjà dans d'autres pays, ça n'existait pas en France. Et c'est sous la pression européenne, parce qu'il y avait déjà un groupe de magistrats européens sur l'environnement, et la France était presque la seule à rien avoir. Et donc, un procureur, c'est le parquet, a pris l'initiative de créer une association des magistrats pour l'environnement qui fait un colloque tous les ans. Ils sont super actifs. Et moi, j'organise un colloque prochainement qui est patronné par l'Association des magistrats pour l'environnement. Et donc, c'est là que peut-être, c'est les seuls colloques auxquels j'ai assisté où on voit des magistrats. Parce que quand des universitaires font des colloques, en général, il y a très peu de magistrats qui viennent. Parce qu'ils sont occupés, ils ont autre chose à faire. Mais par contre, quand c'est un colloque de l'Association des magistrats, ils se sentent un peu plus interpellés. Et donc là, il y a des magistrats qui assistent au colloque de l'Association des magistrats pour l'environnement. Et donc, après-demain, ça ira mieux. Merci. Sur la question spécifique sur l'antiterrorisme ou sur le parquet? Je vais rebondir aussi sur deux choses, mais c'est lié. Alors, il y a quand même de plus en plus de monde, hein, mais justement peut-être en raison de l'investissement de certains magistrats, mais il y a de plus en plus de monde, et notamment des parquetiers. Après, sur la question du fait de savoir s'ils sont normalement spécialisés dans les droits de l'homme, il y a une question de cadrage aussi, hein, parce que effectivement, si on parle des mobilisations environnementales comme étant des manifestations par lesquelles on exerce les libertés fondamentales et notamment la liberté d'expression, effectivement, c'est une question de droits de l'homme. Étant donné que le cadrage, il est fait par le pouvoir politique et médiatique comme c'est de l'écoterrorisme, la première approche qu'on a, c'est que c'est interdit, c'est illicite, c'est criminel. Donc effectivement, ça change le regard. Et aussi pour rebondir sur ce que tu as dit sur le décalage qu'il peut y avoir entre le rôle politique du parquet et le positionnement des juges, il y a effectivement quelque chose qu'on remarque, c'est qu'il y a de moins en moins peut-être d'excès où les comportements sont de plus en plus raisonnables du point de vue du droit, à mesure que les acteurs qui interviennent sont plus ou moins indépendants du pouvoir exécutif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'excès du point de vue des policiers, il y en a, à mon sens, du point de vue des parquets, mais effectivement, quand les affaires arrivent entre les mains des juges, des magistrats du siège, là, les qualifications juridiques sont beaucoup plus raisonnables. Hein, et c'est notamment la question du terrorisme. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des procédures qui sont commencées, ça arrive, sur le fondement des procédures dérogatoires applicables en matière de terrorisme. Et bon, c'est commencé en début de procédure, et c'est particulièrement utile que ça soit commencé en début de procédure, parce que c'est à ce moment-là qu'on va récolter les preuves, qu'on va utiliser ou pas, hein, mais en perquisitionnant de nuit, en recourant à des gardes à vue particulièrement longues, avec un report du droit à l'assistance de l'avocat. Mais étant donné que les qualifications peuvent évoluer, on va ensuite abandonner la qualification de terrorisme. Mais les éléments de preuve qu'on aura recueillis, on va quand même pouvoir les utiliser. Hein, parce qu'à partir du moment où on ne démontre pas une mauvaise foi dans le recours à la qualification terroriste, il n'y a pas de nullité des actes de procédure, ils sont tout à fait valables. Bon. Mais la qualification de terrorisme, on sait très bien que ça ne fonctionne pas. Et vous n'avez aucune condamnation de militants écologistes sur ce fondement-là. Parce que, tout simplement, pour le terrorisme, il faut un mobile particulier, à volonté d'intimider la population par la terreur. Donc même s'il y a des militants anticapitalistes qui sont opposés à l'économie de marché parmi les militants écologistes, ils ne sont pas là pour terroriser la population. Il y a en France pas de violence contre les personnes commises par les militants écologistes, donc on est très loin, et on le sait très bien, de la qualification terrorisme. Après, c'est une rhétorique qui existe depuis les années 70, c'est pas nouveau, on l'a simplement utilisé en France plus tardivement que les autres, et c'est pas étonnant. Donc, il y a des procès qui commencent sur le fondement du terrorisme, et à mon avis, c'est tout simplement pour utiliser les actes d'enquête dérogatoires, et on sait très bien que ça ne tiendra pas, et ça n'est jamais maintenu. En revanche, ce qu'on peut signaler, c'est qu'on pourrait très bien retenir les qualifications d'infractions commises en bande organisée et mobiliser la procédure dérogatoire applicable à la criminalité organisée tout le long. Ça n'est pas fait non plus. Parce que même si les textes sont applicables, ce n'est pas l'esprit de la notion de bande organisée, mais ça, on pourrait le faire.
Et là aussi, on voit le caractère peut-être raisonnable ensuite des juges du siège, des magistrats du siège, qui ne retiennent pas cette qualification-là alors qu'elle pourrait être appliquée. Merci. Julien a tout dit là-dessus, c'était parfait. Non, Julien a tout dit là-dessus, c'était parfait. Donc, sur la troisième question qui a été formulée en termes d'instruction et de traitement différentiel entre les mobilisations ou les atteintes à l'environnement. Oui, sur la question des circulaires, ça rejoint un peu la première, mais moi clairement, alors j'en ai pas vu de spécifique, on me contredira ou pas, mais sur de circulaires sur la question de la gestion des conflits environnementaux. Par contre, ce qu'on peut voir, hein, c'est, alors il y en a une de 2018 et l'autre, je vais avoir un problème sur la date, mais bon, en tout cas, c'est dans la décennie écoulée, où on a deux circulaires du ministère de la Justice qui vont, l'une, au moment des Gilets jaunes, du mouvement des Gilets jaunes, inciter les procureurs à poursuivre sur le motif du groupement en vue de commettre des dégradations ou des violences, qui donc relève de cette logique préventive que j'indiquais tout à l'heure. Avec à ce moment-là même une conscience, enfin une reconnaissance assez claire en fait que ça permettait, ce dont parlait Julien au début de la table ronde, que ça permettait des gardes à vue massives pour neutraliser préventivement les manifestations gilets jaunes. Et il y a aussi une circulaire sur l'association de malfaiteurs qui donne, en fait, ce qui est très intéressant dans ces circulaires qui s'adressent aux procureurs, c'est qu'en fait, elles donnent un peu typiquement des éléments de cadrage. Elles vont aussi donner des exemples, par exemple sur l'association de malfaiteurs, ça disait si vous avez deux personnes qui se baladent dans les rues de Paris la nuit avec un bidon d'essence, si par ailleurs il y a un contexte, donc cette idée de contexte revient beaucoup par ailleurs, s'il y a un contexte de mobilisation, de mouvement social à ce moment-là, je ne sais pas si on est dans le contexte de mouvement social contre la loi travail, voilà, je crois que cette directive date de 2016. À ce moment-là, vous pouvez poursuivre en fait avec l'idée que ces personnes-là avaient une intention de nuire. Vous pouvez poursuivre au titre de l'association de malfaiteurs, puisqu'il y a deux personnes, ça suffit pour faire une association de malfaiteurs. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Et moi, je vais aussi essayer de travailler là-dessus les prochaines années sur tous ces processus de qualification et de cadrage de l'action collective qui sont ensuite repris ou pas pour motiver des poursuites et qui tiennent ou pas jusqu'au procès, jusqu'à la condamnation. Oui, effectivement, il y a une circulaire qui, bon, c'est pas dit comme ça, mais qui, à mon avis, vise particulièrement les militants écologistes. C'est une circulaire du 9 novembre 2022 qui, bon, alors c'est une circulaire relative au traitement judiciaire des infractions commises dans le cadre des contestations de projets d'aménagement du territoire. On peut penser que ça a un lien. Alors, ce qui est mis en avant, c'est effectivement la nécessité notamment de mobiliser effectivement l'infraction d'association de malfaiteurs, mais d'avoir des réactions sévères, particulièrement quand il y a des attaques contre les forces de l'ordre. Bon, en soi, c'est pas choquant, effectivement, s'il y a des attaques aux forces de l'ordre, qu'il y ait des poursuites engagées. Ce qui est intéressant de noter, hein, et malgré effectivement le manque de données qu'on a peut-être quantitatif pour savoir combien de militants sont poursuivis, sur quel fondement, etc., c'est que même si on n'a pas ces données-là, on peut quand même conclure que la pénalisation des militants écologistes est disproportionnée. En tout cas, si on compare la manière dont ils sont traités à la politique pénale qui est applicable à la lutte contre la criminalité environnementale. La politique pénale applicable en matière de lutte environnementale, c'est une politique pénale de clémence. Là, pour le coup, on a beaucoup de directives, de circulaires, qui posent très clairement que la priorité, c'est, même en matière pénale, avant tout la réparation, et les alternatives aux poursuites. On a un quart seulement des infractions environnementales constatées. On ne parle même pas de toutes celles qui ne sont pas constatées. Et le chiffre noir de la criminalité verte est très important, qui donne lieu à des poursuites. Des poursuites qui, en plus, le plus souvent, passent par des voies simplifiées, avec pas forcément, sans forcément qu'il y ait d'audience. Donc tout le côté rituel, hein, solennel du rituel judiciaire est mis de côté. Des peines d'amende très faibles et sans doute
certainement pas dissuasive au regard de ce que génère comme profit la commission d'infraction environnementale. Très très peu de peines privatives de liberté et quasiment jamais prononcées sans sursis. Donc il y a une tolérance extrême à l'égard des infractions environnementales et une sévérité comparativement qui est très très importante à l'égard des militants écologistes. Et c'est là effectivement où peut-être qu'il y a la question de la formation qui se pose, parce que être aussi répressif à l'égard des militants quand dans le même temps on est hyper tolérant à l'égard des pollueurs, ça montre que la question environnementale n'est pas prise au sérieux suffisamment, en tout cas pour le moment. Et moi, le parallèle que je fais, c'est exactement le même constat qu'on fait quand on voit que les poursuites d'auteurs d'infractions sexuelles sont très rares, mais qu'on va aller tirer les fémènes par les cheveux dans les métros parisiens. C'est exactement le même type de décalage, avec d'un côté des forces conservatrices et de l'autre des forces progressistes. Vous voulez rajouter d'autres choses sur les questions? Alors, on avait un mot de la fin, là. On aurait un mot de la fin, mais on a une question. On a une question. Provocatrice compte tenu de ce qui vient de se dire, mais il me semble que, je suis désolé, je suis en train de perdre ma voix, j'espère que j'en aurai cet après-midi, il me semble que il y a un champ de recherche, mais qui est sans doute beaucoup plus exploré que je ne le pense, qui serait la porosité, non pas tant, enfin bien sûr entre le législatif, exécutif et judiciaire, mais il y a un organisme qui dans ce pays a une place absolument considérable et qu'on vient encore de constater il y a quelques jours, c'est la FNSEA. Il me semble absolument invraisemblable de la porosité entre la FNSEA et le pouvoir exécutif dans ce pays est sidérante. Enfin, on le sait à travers quelques enquêtes, mais c'est, je crois, de pire en pire. Pardon. Parce que la répression contre la FNSEA n'existe pas. J'ai retrouvé ma question, mais qui concernait justement, je ne me rappelle plus le nom de cette brigade qui avait été créée en milieu rural pour surveiller les militants environnementaux, une brigade de police spécialement affectée justement à la surveillance. Voilà, je voulais savoir si pareil, ça avait été un peu enquêté, s'il y avait eu des travaux sur cette brigade, et même s'il y avait des travaux actuellement sur le renseignement, en fait, justement le déploiement ou la manière dont les services de renseignement suivent les pratiques plus policières en fait, de la surveillance, puisqu'on sait qu'elles ont des effets indisciplinants sur tout un tas de mouvements sociaux. En ce moment, moi, je travaille sur la répression de l'homosexualité et pour le coup, on voit combien il y avait quasiment plus d'incrimination, mais pour autant, les pratiques policières, elles demeuraient et elles avaient bien d'autres fonctions. Mais ce qu'on évoquait, ce que évoque Pierre, c'est le problème des conflits d'intérêts. Alors, ils étaient à travers les conflits d'intérêts. Or, le droit applicable aux conflits d'intérêts en matière d'environnement, je ne sais pas s'il y a jamais eu une thèse là-dessus, je n'en ai jamais vu. Sur les deux questions. Oui, la FNSEA, c'est ce qu'on va pour le coup essayer de bosser dans le projet ANR France Justicier sur la question qu'on peut aussi appeler la pression à la répression. Et clairement, la FNSEA, sans parler des moments où elle pratique elle-même l'intimidation, l'agression, le maintien de l'ordre à l'égard des militants écologistes, c'est aussi elle qui a très largement motivé la tentative de dissolution des soulèvements de la Terre, où l'un de ses hauts responsables avait fait une sorte de chantage à la guerre civile en disant que s'il n'y a pas quelque chose qui était fait contre cette organisation, il ne pourrait plus tenir ses troupes bien longtemps. Donc clairement, la FNSEA a un enjeu important là-dedans. Et sur... c'est l'autre question, je ne l'ai pas noté. Voilà, oui, sur la cellule d'émetteur. Alors c'est pas exactement une brigade, en fait, c'est une espèce de... quelqu'un peut-être pourrait me le dire plus précisément, mais en gros, c'est plus une espèce de petit segment de politique publique, on va dire, au sein de la gendarmerie, de dispositifs au sein de la gendarmerie qui motive les brigades de gendarmerie à nouer des partenariats avec des propriétaires, des exploitants agricoles pour, en gros, c'est un peu ce qu'on appelle aussi
le citizen, j'ai oublié le terme, mais sur en gros la participation des citoyens à la surveillance policière et la participation des citoyens à la délation notamment, et au fait en tout cas que les citoyens deviennent un peu des capteurs, on va dire, pour la surveillance policière. Et donc voilà, en fait c'est essentiellement ça, et effectivement il y a eu quelques cas, enfin au moins plusieurs dizaines de cas, et notamment un responsable d'une association écologiste de la Vienne, dont le nom m'échappe, qui est assez connu maintenant lié au soulèvement de la terre, mais Julien quelque chose. Voilà, merci. Qui avait fait une intervention de dénonciation de pratiques agricoles, et devant des médias, il l'avait fait sur la propriété de l'exploitant, et donc il avait saisi la cellule Déméter, et Monsieur Leguet avait été arrêté chez lui. Finalement, je crois qu'il n'y avait pas eu de suite à la procédure. Donc voilà. Mais cette cellule Déméter, elle sert a priori plus d'affichage politique pour un pouvoir exécutif, pour qu'il puisse affirmer qu'il fait quelque chose pour les agriculteurs, plus qu'une véritable politique publique. Mais clairement, ça dit quelque chose des liens avec les syndicats agricoles, c'est clair. Il y a eu des recours pour essayer de faire annuler la convention Déméter, mais qui n'ont pas abouti. Ça a été accepté par le Conseil d'État. Mais oui, alors sur la FNSEA, effectivement, il y a quelque chose à faire. Pareil, enfin, ils sont à la manœuvre sur la loi du plomb, sur la dépénalisation des atteintes à la biodiversité qui a eu lieu cette année. On a parlé de backlash écologique ce matin. Eux, ils sont effectivement aux commandes. Et quand on regarde les mobilisations sociales, moi, ce que je remarquais aussi en comparant dans un premier temps à une époque la manière dont étaient réprimés les militants écologistes par rapport à d'autres formes de criminalité, mais même quand on regarde le type de mouvement où il peut y avoir des dégradations, etc., on a vu les mobilisations du monde rural, alors pas les dernières, mais celles d'avant, où il y avait eu des dégradations de préfecture, etc., sans réaction répressive particulière. Alors effectivement, ça a changé, mais il y a une différence, c'est que ce n'est pas un mouvement qui est soutenu par la FNSEA. Et comme par hasard, il y a de la répression policière. Donc il y a effectivement quelque chose à faire. Merci, merci à tous et aussi aux participants. Donc on va arrêter là pour ce matin. Et nous reprenons. Et nous reprenons ici à 14h30.